Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup avec un setup un petit peu modifié. Alors sachez que je viens de remarquer un truc embêtant. Euh, la musique, je ne l'avais que dans une seule oreille. C'est embêtant. C'est embêtant, c'est pas bien grave, ça se réparera. Ah, j'ai l'impression, là si je relance, c'est mieux. C'était un bug simplement de connexion. Gros programme aujourd'hui, gros programme. Euh, gros, hop, il y a encore quelques petits calages à faire. Vous voyez, je ne sais pas si vous préférez maintenant ou avant. Vous pouvez préférer avant, ça ne veut pas dire qu'on y passera. Ça ne veut pas dire qu'on y passera, qu'on y repassera. Moi, je me sens bien comme ça et surtout pour jouer, ça sera plus pratique parce que j'ai un écran en fait quand je joue immédiatement, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est censé être le meilleur des deux écrans. J'ai mes FPS qui baissent, etc. Bon, là, celui sur lequel je suis, mes jeux tournent normalement. Non, 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 salut. Non, non, non. Alors, pour expliquer, je, comment dire, en ce moment, j'ai pas fait de live hier. J'ai pas fait de live hier. Mon live, c'est aujourd'hui. Euh, Parce que je m'organise comme un gros naze. Euh, et en fait, j'ai eu toute une période assez compliquée parce que j'étais énervé contre moi-même en fait. J'étais énervé contre moi-même. La semaine dernière, j'étais énervé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut m'arriver, c'est un fonctionnement que j'ai. Euh, C'était notamment parce que en fait, mon emploi du temps, c'était plus moi qui le gérais au bout d'un moment, tellement j'avais de choses à faire par rapport à mon travail. Donc ça, moi, message d'intérêt général, faites attention à votre santé mentale. Votre boulot, ça n'est pas votre vie. Même si mon boulot, je l'aime et il m'intéresse, ça n'est pas votre vie. Bref, j'ai donc décidé d'être beaucoup plus flexible, de m'acheter un semainier, truc tout con que je n'avais pas, un semainier, et ça m'a permis de visualiser certaines choses. Mais par exemple, s'il n'y a pas de replay du live de samedi, parce que au bout de 30 minutes, j'ai arrêté tellement je n'arrivais pas à streamer. Euh, donc là, on reprend les streams normaux, normalement, enfin normalement, à peu près normalement, juste je serai un peu plus flexible. Parce que l'objectif, c'est d'arriver à tenir au maximum le lundi, samedi comme je faisais, mais si c'est pas possible, c'est pas possible et je ne me casserai pas la tête. C'est un petit peu l'important. Je le ferai quand je pourrai, quand j'aurai du temps, quand ça me permettra aussi de m'organiser le mieux pour ma vie de famille en soi, ma vie de couple, etc. Et voilà. Et puis, changement, oui, beaucoup plus chill. Sachant bah, le truc quand même autour du stream, déjà normalement c'est des moments où je suis bien. Et c'est là où ça a été un marqueur. Le moment où j'ai fait un stream où je n'étais pas bien, c'était symbolique. C'était symbolique. Euh, et le stream est censé faire partie de mon boulot. Alors même si le financement que j'ai tenté, je ne l'ai pas eu, hein, le financement dans lequel dont ces streams faisaient partie, mais ces streams font toujours partie de ma recherche. Ils font toujours partie de ma recherche. Enfin bref, ça va être un stream ultra divers aujourd'hui. Déjà, première chose, putain. Quand je dis que en ce moment il n'y a rien qui va, mais ça va le faire. Ah la vache. Clipper ça. Ah, je l'ai pris plein fer. Oh, le coup de casque. Oh la vache. On commence bien. Ça sera. Oh la vache. Ah, j'ai pris l'imprimante plein fer. Euh, alors, c'est à l'envers pour vous, je sais. Mais ça y est.
le jeu de Gwent est là. Le jeu de Gwent physique est là, avec des règles qui sont beaucoup plus celles de The Witcher 3 que de l'appli. L'appli dont je ne suis pas forcément un grand fan. Ouais, ça, voilà, hâte de pouvoir faire des parties. J'aimerais bien vous... Ah, j'ai la marque. Oh, vous la voyez là? Oh, je l'ai pris plein fer. Hein. En rouge là. Mais voilà, trop content. Les cartes sont magnifiques. Je ne sais pas si je peux vous en montrer quelques-unes. Déjà, j'aimerais bien faire des lives Gwent, mais il faudrait que je trouve des gens qui veulent le faire. Déjà, ça, c'est le poster. Puis ensuite, vous avez le plateau de jeu. Oh, ça résonne. Hein. Hop. Et surtout, les cartes que je trouve vraiment trop belles. Là, on est sur les royaumes du Nord. On a Foltest, Géralt, une baliste. Ah non, un trébuchet, pardon. Peut-être qu'en rapprochant, vous verrez mieux. Elles sont ultra fidèles au jeu. Vraiment, ils ont décidé de repartir en fait sur les règles du jeu et de... Ils ont vu que les gens préféraient en fait les règles du jeu original, je pense. Mais voilà, trop content. Et puis voilà, je vais constituer mes decks. Alors là, j'ai disparu, mais je vais bientôt réapparaître. Hop là. Clippez pas mes fesses. Hein. Oh la vache. Alors ça, du coup, c'était pour la première chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon programme? Ah oui. Ah oui, oui, je sais. J'ai fini le jeu Spider-Man. On va donc pouvoir en parler. Je vais pouvoir en parler et c'est intéressant. C'est un jeu, c'est intéressant d'en parler. J'ai l'impression que je suis super mal éclairé, mais il faut dire que je suis en Belgique, je le rappelle. L'éclairage qu'on appelle le soleil ici, c'est un mythe. C'est un truc, c'est une légende. Obligé de recréer le soleil. Oh, c'est mieux. Je suis obligé de recréer le soleil chez moi. Ah oui, mais en fait, le problème, c'est qu'elle n'est pas assez haute. Il faudrait que je l'ai en hauteur, ma light. Je sais pas comment je vais faire. Mais c'est pas grave. En fait, il faudrait que je l'ai comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ça fait mes cheveux, ça fait une masse noire. Bon, c'est pas grave. Oui, du coup, Spider-Man. Hop, hop. Alors, pardon, je gère un petit peu la technique. Spider-Man. C'est intéressant, Spider-Man. Oh là là, quel jeu intéressant. Non, sans rire, je vais vous mettre, tenez. Ah, ça, on verra pour plus tard. Ah non, on va commencer par ça. Du coup, petit jeu. Je rappelle, petit jeu, quand je change de jeu que je joue chez moi, petit jeu. Il faut deviner quel est mon nouveau jeu. Et à chaque fois, c'est le fond que je mets. Qui serait capable de trouver
On va commencer par essayer de trouver la licence. C'est une licence où il y a, maintenant il y a 4 jeux. Non, ça n'est pas Hogwarts Legacy. On reste dans de la fantasy. On reste dans de la fantasy. Mais on est même dans la hard fantasy bien plus qu'un Hogwarts Legacy. Ah non, non, mais attention, The Witcher 3 est GOTY en 2015. Quel était le jeu GOTY en 2014? Là, je donne un bel indice. Voire même, je donne l'indice final, quoi. Quel était le jeu? Dragon Age Inquisition. Ah, je suis en train de faire Dragon Age Inquisition. Je suis vraiment au tout début, hein, donc bon, je ne vais pas encore vous donner mon avis. Par contre, je vais donner mon avis sur alors Spider-Man gameplay trailer. Hop, et ce qu'on va faire, c'est je vous mets en fond hop. J'espère que c'est pas trop fort pour vous par rapport à ma voix. Est-ce que vous m'entendez plus que la vidéo là? Oui. Alors, beaucoup plus, très bien, c'est ce qu'on veut. On va mettre en 1080p. Alors, Spider-Man, quel bilan en faire? Alors moi j'ai joué, déjà pour installer, c'est important, j'ai joué au remaster PS5 qui a été fait 2020, enfin quelques années plus tard. C'est un jeu de super-héros classique, donc avec un fonctionnement où vous avez une histoire qui va surtout permettre de mettre en avant les compétences du héros, de mettre en avant des super méchants qui feront les boss. C'est une mécanique classique de jeux de super-héros. Si on y pense, c'est la formule Batman Arkham. Et à sa sortie, les articles qui étaient sortis parlaient notamment d'un jeu qui serait un copier-coller de Batman Arkham. Et celui qui en a très bien parlé, je trouve que c'est Joueur du Grenier, qui a évoqué l'idée que Batman Arkham, comme Batman Arkham vous faisait jouer à un jeu Batman et vous faisait sentir que vous étiez Batman, ici, Spider-Man vous fait sentir que vous êtes Spider-Man. En ça, le jeu réussit parfaitement son pari. Vous êtes Spider-Man. Il n'y a aucun doute sur ça. Le jeu est nerveux. Le gameplay, les combats sont vifs. Vous pouvez vraiment enchaîner les combos sans temps mort et maîtriser le jeu va vraiment maîtriser le gameplay du jeu va vraiment vous faire des enchaînements extrêmement stylés dans les animations. Vous récompensez aussi au niveau de la puissance de vos coups. Comment dire? Et vous avez toute une série de gadgets. Vous avez toute une série de gadgets à utiliser afin aussi de vous faciliter la vie en combat.
Gadget que vous pouvez combiner de manière, je trouve, extrêmement intéressante. En ça, c'est effectivement, il faut le dire, c'est déjà un très bon jeu de super-héros. Il faut aussi assumer un truc, bien sûr qu'ils se sont inspirés de Batman Arkham. Ils se sont posé cette même question. Comment faire en sorte que le joueur soit Spider-Man, entre guillemets, qu'il se sente Spider-Man. C'est la question qu'il fallait se poser. Simplement, comment fonctionnent les combats dans Batman Arkham? Les combats dans Batman Arkham, en fait, c'est un jeu de rythme. C'est tac, tac, tac. Et vous gagnez des bonus selon quand vous appuyez. Spider-Man est moins subtil en ça. Spider-Man est beaucoup moins subtil. Vous martelez les boutons et dès que ça a fait l'action que vous voulez, vous pouvez passer au reste. Il n'y a pas d'input, de timing dans l'input véritablement. Un petit peu, mais presque plus. Il y a plus de timing dans les inputs à mettre quand vous voyagez. Et là, c'est là où je vais parler de la notion de travelling. Qu'est-ce que le travelling? J'en ai parlé il y a quelques temps. Le travelling, c'est le fait de voyager dans un jeu. C'est comment est-ce qu'on traverse la map. C'est notamment une notion très importante quand on parle de jeu de rôle. Et ici, c'est l'excellent point de Spider-Man. C'est le point qui permet d'en faire un open world de 40 heures dans lequel, parce que j'ai aussi fait les DLC, c'est un open world de 40 heures dans lequel on ne s'ennuie pas et tous les déplacements sont rapides, mais sont à la fois rapides, mais en même temps demandent du gameplay. Ils sont fun, ils sont dynamiques parce qu'il y a cette gestion du balancier, etc. Le travelling, c'est pour moi l'excellent point de ce jeu. Vous ne vous ennuyez jamais en vous baladant dans la ville. Pourtant, la ville, vous la voyez, revoyez, revoyez. Mais la taille des bâtiments va faire varier votre gameplay. Si vous êtes dans Central Park, vous allez beaucoup plus raser les arbres. Mais si vous êtes dans le quartier des affaires, vous allez vraiment être très très haut dans le ciel de New York. Là, ce que vous voyez, c'est une mission, en fait. C'est une partie de la mission principale. Là, on n'est pas sur la version remastered dans ce que vous voyez. C'est la version de base. Mais voilà, il y a vraiment une variété dans le travelling qui permet à ce jeu d'être un exemple d'open world. C'est un exemple d'open world, je n'hésite pas à le dire. Il y a plein de choses à faire. Vous avez plein de mini-jeux, de quêtes secondaires. Les quêtes secondaires, c'est clair où elles sont. Les endroits où, une fois que vous débloquez une quête secondaire, elle apparaît sur la carte. Vous n'avez pas à chercher 10 000 ans, ce qui est, je pense, un très bon point. Vous pouvez avoir quelques quêtes secondaires où il faut chercher les choses. Ça, c'est pas un problème. D'ailleurs, il y en a. Vous avez des sacs à dos à chercher dans le jeu, mais à chercher légèrement, vous arrivez vers la zone, vous le cherchez, et via vos gadgets, en plus, régulièrement, ce genre de mini-jeu est facilité. Donc voilà, donc au final, même dans ces mini-jeux, il y en a, les mini-jeux de Spider-Man, il n'y en a pas trop. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas trop. Il y a juste ce qu'il faut pour ajouter du contenu, développer l'open world sans s'ennuyer. Développer l'open world sans s'ennuyer, faire en sorte que le jeu ne soit pas vide. C'est en plus un jeu dont l'histoire va faire évoluer l'open world selon quand vous êtes. La ville va parfois être complètement... au tout début du jeu, la ville est plutôt tranquille, puis ensuite vous avez les groupes, vous avez certains groupes de méchants qui vont être disséminés dans la ville, puis ensuite ça va devenir vraiment le bordel parce que vous allez avoir en plus des milices qui vont contrôler la ville, et donc ou même quand vous circulez dans la ville, il va falloir faire attention aux snipers qui peuvent vous guetter. Donc on est sur un jeu qui a une
qui a une... Là, on sent qu'il y a des choses qui ont changé entre-temps. Il y a des éléments de gameplay là qui sont plus qu'à cette vue FPS, vous l'avez plus. Donc c'est un jeu où même le monde ouvert va évoluer durant en réalité, si vous faites que le jeu principal, durant les 30 heures de jeu. 30 heures si si vraiment vous faites tous les mini-jeux et que vous allez chercher tous les collectionnables. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 39-40 heures. Enfin, j'ai mis quasiment 40 heures en comptant les DLC. Durée de jeu extrêmement raisonnable. Ah, là, il y a la vidéo de 2018, du gameplay 2018. Tiens, ça peut être intéressant. Donc voilà, je tiens vraiment à souligner le travelling. Est-ce qu'il y a un bémol? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des bémols? Oui. Ils ne sont pas nombreux et ils sont légers. J'ai eu personnellement des bugs extrêmement frustrants et je trouve que vraiment le jeu n'est pas d'une immense subtilité dans son gameplay. On se retrouve quand même régulièrement à être très bourrin. Alors, il y a moyen d'être plus ou moins subtil en se facilitant la ville avec les gadgets. L'histoire est chouette aussi, mais l'histoire est presque plus chouette dans les DLC qui vont approfondir certains personnages, etc. C'est d'ailleurs parce que si on prend l'histoire, la narration principale du jeu principal, là, on a quelques personnages qui ont une légère évolution. Même Spider-Man, son évolution, elle n'est pas flagrante par rapport à notamment son amour avec Mary Jane Watson. Son évolution, elle n'est pas transcendante. L'évolution la plus intéressante, c'est le Docteur Octopus. Si par contre, on s'intéresse au DLC, là, je trouve que les personnages deviennent ultra intéressants. Vraiment se développent, vraiment se solidifient et je trouve en termes scénaristiques, les DLC sont bien plus aboutis. Sur des temps bien plus serrés, mais je trouve qu'ils sont plus... enfin, pas plus aboutis, mais ils sont bien plus construits. Alors que si on prend le jeu principal, le gameplay est extrêmement efficace met en avant le scénario. Ça met clairement en avant le scénario, la narration. Maintenant, l'évolution qu'ils essayent d'amener sur les personnages, en fait, elle est faible. Ils essayent de placer des moments où le personnage évolue. Je ne veux pas vous spoiler, mais en gros, Spider-Man a du mal à faire... il ne veut pas mettre en danger les gens autour de lui, mais du coup, il se met en danger et il infantilise tout le monde. Et en fait, il le fait tout le long. Ils essayent de nous dire que c'est un point qui évolue, mais en réalité, il évolue pas tant que ça. Dans le DLC, il a beaucoup plus évolué. À la fin du jeu, oui, là, on commence à le voir un petit peu le faire. Mais vraiment, c'est léger et même dans sa manière de traiter Mary Jane Watson, en réalité, il le fait pas tant que ça. Donc la narration, si on doit revenir sur la comparaison avec les Batman Arkham, en termes de scénario, si on prend les DLC, les personnages sont beaucoup plus intéressants. Si on prend les DLC font vraiment évoluer les personnages et les rendent plus attachants dans Spider-Man. Mais dans Batman Arkham, la gestion du scénario, des méchants... en fait, c'est un Batman. C'est tellement plus... Même si là, c'est un jeu qui est honnêtement adulte. Hein. On n'est pas sur un Marvel où tout se passe bien, personne ne peut mourir. Hein. Vraiment, il touche à des tabous de Marvel qui sont, je trouve, intéressants. Mais si on me demande mon avis, j'ai été pris par le scénario. Mais
les Batman Arkham ont ce désespoir dans le scénario que je n'ai pas retrouvé ici. Ici, euh, j'ai pas retrouvé l'urgence en fait. Dans les Batman Arkham, il y a plein de choses qui se passent, mais on peut être, il y a une urgence de la situation qui apparaît de manière bien plus claire. Après, c'est un très bon jeu, hein. C'est vraiment un excellent jeu. Si vous voulez savoir, je crois que dans les petites notes que je me fais, je lui ai mis 9,5 sur 10. On est sur un jeu magnifique. Son gros point... Bah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur ça. Ça change des films qu'on a eu l'habitude de voir, mais les jeux vidéo ont toujours de super-héros se sont toujours attachés. Depuis Batman Arkham, ils se sont attachés à ça. Les jeux de super-héros, et notamment si vous regardez l'évolution des Batman Arkham, on arrive à un Batman Arkham Knight où le grand méchant, il est constamment dans votre tête, où on a une Poison Ivy qui est peut-être pas si méchante et qui devient une anti-héros. Euh, mais voilà, je trouve que... Alors, on n'est pas non plus sur des... On est sur du hollywoodien, on n'est pas non plus sur des jeux qui... Il y a une critique de la société, mais qui est extrêmement banale, en fait, hein, qu'on retrouve à plein d'endroits. Mais c'est surtout sur pourquoi ces personnages deviennent des méchants, etc., que c'est intéressant. Et je trouve que les jeux de super-héros sont globalement plus intéressants que les films de super-héros. Voilà. Il y a aussi des phases, on l'a vu un petit peu dans la première vidéo. Je pense que je peux vous le remettre. Oula, je vais vous remettre ça. Il y a des phases d'infiltration. Et là, je trouve que c'est le gros avantage de Batman Arkham. Les Batman Arkham te font ressentir un stress dans les phases d'infiltration. Beaucoup de phases d'infiltration, si vous êtes repéré, vous êtes mort. Là, et vous êtes repéré extrêmement facilement. Et une fois que vous êtes repéré, c'est vraiment la merde. Là, où est-ce que je peux vous mettre non, ça c'est un combat de boss. Voilà. Là, les ennemis vous repèrent. En fait, pour qu'ils vous repèrent, il faut vraiment qu'ils vous regardent. Vous avez une jauge qui monte et vraiment ils vous regardent en mode tiens, c'est quoi ce truc qui se balance sous mon... Ah, il a disparu. Ils sont un peu cons. Ils regardent pas vraiment au-dessus de leur nez. Et il y a plein de moments où l'infiltration est intéressante, mais assez redondante. Elle est assez redondante, l'infiltration dans ce jeu. Là où dans les Batman Arkham, en fait, les salles apparaissent tellement différentes les unes des autres que avec un système peut-être pas assez développé aussi de peur que vous infligez, l'infiltration dans Spider-Man, elle est super facile. Elle est vraiment super facile. Les personnages sont vraiment super cons. Vous n'avez pas besoin d'augmenter vraiment Spider-Man pour qu'il soit discret. Il est déjà super discret. Avec Batman, c'était pas le cas. Vraiment, alors il y avait moi je me rendais l'infiltration facile parce que je les ai tellement fait, je connaissais à la fin des fins quels étaient les bonus à avoir. Et puis très rapide, après Arkham Asylum, sur Arkham City, j'avais directement compris. La première chose à augmenter, c'est l'infiltration. Vous facilitez le jeu. Mais c'est des vraies séquences variées, des vraies séquences intéressantes. Puis avec cette ambiance aussi, l'ambiance anxiogène de Batman qui est sur des gargouilles, une ambiance gothique qui rendait le tout intéressant. Dans Spider-Man, elles sont pas mauvaises, elles sont un peu répétitives, elles sont intéressantes aussi.
Mais régulièrement, en fait, vous vous faites repérer, bah, ça engage un combat, et puis au final, vous le finissez comme ça, quoi. Elle n'engage pas votre réussite. Les séquences prévues pour être de l'infiltration dans Batman, vous devez y aller par l'infiltration. Sinon, c'est vraiment la merde. Euh, donc, voilà. La comparaison avec Batman est une vraie comparaison qui est pas qui est c'est pas juste deux jeux de super-héros. Dans Spider-Man, ils se sont réellement inspirés de Batman Arkham. Si vous me demandez mon avis, moi je préfère les Batman Arkham. Je suis un grand fan des Batman Arkham, mais en fait, ça, c'est un jeu qui répondra aux attentes des. Alors même qui répondra aux attentes des joueurs, parce que même si de base je suis pas celui qui connaît le lore de Spider-Man à fond, etc. J'ai passé un très bon moment. J'ai passé un très bon moment. C'est ce qu'on demande à un jeu. Euh, c'est ce qu'on demande à un jeu, qu'on passe un bon moment. Maintenant, maintenant, si vous préférez incarner Spider-Man, vous allez préférer Spider-Man. Si vous préférez un côté plus sombre, un côté plus lourd aussi, les combats dans Batman sont beaucoup plus lourds, mais sont aussi beaucoup plus violents, avec plus d'impact, vous allez préférer Batman. Si vous voulez quelque chose d'extrêmement nerveux, vous allez vous tourner vers Spider-Man. Je dirais que c'est un jeu moins intense que Batman, mais qui respecte parfaitement son contrat. Vous voulez un jeu Spider-Man, vous avez un jeu Spider-Man. Je ne sais pas si je ferai la suite, sans doute pas tout de suite. Ça sera intéressant de voir quelles évolutions ils font, parce que je trouve que déjà le jeu est extrêmement abouti. Euh, et moi, une fois qu'un jeu est extrêmement abouti, c'est le reproche que je faisais un peu à Dragon Age 2 par rapport à Dragon Age Origins, c'est qu'il ne fait rien évoluer, et même sur certains points il régresse. Une fois qu'on fait une première version parfaitement aboutie, est-ce que ça sert d'en faire une deuxième? À quoi ça sert de faire un deuxième jeu s'il ne se réinvente pas? J'ai pas joué aux deux, c'est les retours que j'en ai eu. À voir ce que ça va donner. Mais par exemple, dans les Batman Arkham City c'était un tunnel parfaitement maîtrisé. Batman Arkham Asylum pardon, était un tunnel parfaitement maîtrisé sur lequel un semi-open world parce qu'en réalité vous pouvez revenir un petit peu en arrière. Arkham City a fait évoluer sa formule dans un open world parfaitement maîtrisé. Ça rapporte de l'argent quand on fait une suite. Oui, bah oui, non mais je vois l'intérêt commercial, merci. Arkham Origins n'apporte pas grand chose et c'est peut-être ce que les gens lui ont reproché. Et Arkham Knight apporte de grosses évolutions avec l'apport de la Batmobile, etc. Et clôt parfaitement toute cette séquence. Qu'en est-il de Spider-Man 2? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est par contre, moi je vous le dis, si vous avez une Play, ou même si vous avez un PC suffisamment puissant, parce que le remaster est disponible sur PC, n'hésitez pas à y jouer, c'est un très bon jeu. C'est vraiment un excellent jeu. Quand je regarde les jeux que j'ai fait cette année, j'ai mes petites notes sur ça. Je ne l'ai pas encore ajouté. Je suis en train de penser. Je pense que parmi les jeux que j'ai fait cette année, c'est le meilleur jeu. C'est, je pense, le meilleur jeu que j'ai fait cette année. À voir avec donc Dragon Age Inquisition. Hein. C'est meilleur que Dragon Age 2, c'est meilleur que Vanguard, c'est meilleur que Assassin's Creed Shadows, même meilleur que Tomb Raider ou Gris. C'est vraiment un. C'est pas juste un simple jeu de super-héros, c'est un très bon jeu de super-héros qui prend parfaitement la relève euh, des précédents, qui améliore aussi les formules existantes des Spider-Man 1, 2, 3 qu'on avait eu notamment sur PS2. Il y a clairement une inspiration aussi de ça. Enfin voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ce jeu. Je regarde. Je regarde ce que j'ai d'autre à dire.
Après, enfin voilà. Voilà mon petit bilan de Spider-Man. Mon petit bilan de Spider-Man. Bien. Bien. On verra ce que j'ai le temps de faire. On verra ce que j'ai le temps de faire aujourd'hui, hein, comme je vous dis. Je prends le temps de bien faire les choses. Là, j'ai rien de plus à ajouter sur Spider-Man. Je pense qu'on a bien parlé, que c'est assez clair. Je pense avoir été assez clair. Donc, on va passer au prochain dossier. On va passer au prochain dossier, qui est le dossier titre. Qui est le dossier titre, hein, c'est-à-dire, on va parler de ce qui se passe autour de Battlefield et Call of Duty. Là, ça va être assez long parce qu'on on a un certain nombre de choses à voir. Tac. Tac, tac, tac. Je prépare juste. Non, mais t'en fais pas. C'est très gentil. Allez, à plus. Tac, tac, tac. On a par exemple. Alors, pourquoi est-ce que je titre Pourquoi est-ce que je titre Battlefield rivalise avec Call of Duty? Alors, c'est un titre un peu putaclic, il faut le dire, mais c'est lié à quelque chose qu'on voit tourner beaucoup en ce moment. Alors, vous savez peut-être, hop. Tac, tac. Vous savez peut-être, mais Battlefield 6 est sorti dernièrement. Donc déjà, on a des records historiques pour la licence. Le jeu a dépassé les 7 millions de ventes en 3 jours. Ça, c'est ce qui tourne beaucoup. Hop. Je vais vous le mettre, je vais vous le zoomer. Paf, paf. Je dézoome un petit peu. Voilà. Le jeu a dépassé les 7 millions de ventes en 3 jours, signant le meilleur lancement de la série, engouement massif, 172 millions de parties. Il y a une feuille de route complète, lancement record. Des chiffres impressionnants, etc. Mais ce qu'on a beaucoup retrouvé, c'est l'idée que c'était le jeu qui faisait trembler Call of Duty. Ce qui a été ressorti, c'est qu'il y a des améliorations techniques, il y a un retour à d'anciennes formules Battlefield, c'est-à-dire moins futuriste, plus entre guillemets réaliste, qui est une attente de beaucoup de fans de Call of. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Battlefield 6, c'est un succès. On ne peut pas le nier. C'est un succès, un carton énorme. C'est un carton énorme, un carton qui revient à des formules anciennes. Alors là, on est vraiment dans un triple A, un FPS triple A à l'américaine. Même dans la campagne, vous jouez les Américains qui sont les gentils face aux méchants. L'Europe est quasiment pas présente. Alors, Alors. Battlefield 6, gameplay, trailer, voilà. Est-ce
qu'il y a des trailers de gameplay? Non, on n'est que sur des trucs extrêmement courts. Voilà, donc effectivement, meilleur démarrage de la franchise, etc., etc. Si nous allons maintenant, qu'en est-il? Qu'en est-il réellement? À quel point ça fait trembler à quel point ça fait trembler Call of Duty? Alors, je vous avoue, nous allons le voir en fait ensemble. Je ne l'ai pas. Là, on est sur. On est sur. Euh, on est sur. Oula. Voilà, on est sur SteamDB. J'aime pas commencer. Je vais faire autrement. On va mettre à 100% et je vais vous mettre comme ça. Voilà. Ça va, il n'y a rien qui me paraît trop grave que je vous montre. Alors je vérifie parce que je peux avoir des dossiers confidentiels. Là, je crois que j'en ai pas. Très bien. Si on va... Donc on va faire une comparaison. On va prendre Battlefield 6. On va prendre Battlefield 6. Et si vous regardez, le pic all-time de joueurs, ça a été quasiment 750 000. Très bien. On est vraiment très bien. J'avoue, on va regarder Call of Duty, l'historique de la licence. Je me souviens plus le nom du dernier Call of Duty. Série principale. C'est Black Ops 7 qui va sortir. Donc on est sur Black Ops 6. Parfait. Parfait, on est sur Black Ops 6. Comparons. On va faire compare. Et on va regarder Call of Duty Black. Pourquoi j'ai pas le 6? Comment ça, j'ai pas le 6? Comment ça, j'ai pas le 6? C'est quoi ce truc? Ok. Ah, il me semblait. Oh, waouh. Alors déjà, c'est la première fois que ça me fait ça. Game analytique, copy sold. Oh waouh. Alors oui, effectivement. Si ce que je vois est juste... Alors Call of Duty, d'accord, non mais très bien. Mais c'est pas ce que je te demande. Alors, ce que je vois, c'est que c'est en réalité
extrêmement difficile. C'est devenu extrêmement difficile de savoir les chiffres en fait. C'est très très dur de savoir les chiffres. C'est ce que je suis en train d'observer. Plusieurs raisons à cela. Déjà, Call of Duty, il y a un moyen de l'avoir gratuitement. Enfin, de l'avoir gratuitement. De ne pas avoir à payer le jeu. Alors, on va voir si... Regardons Call of Duty. On va avoir beaucoup de jeux. Release date, on va mettre au plus récent. Oh, waouh! Il n'y a juste pas de stats pour Black Ops 6. Très très dur alors à observer. C'est vraiment très très dur à observer ça alors. Ok. Non, c'est intéressant. Ok. Alors. C'est intéressant. Ah, j'ai un bug dans mon gestionnaire de stream qui buguait depuis tout à l'heure. Alors, pour vous expliquer, qu'est-ce qui est intéressant? On a des stats très claires, très très claires, du côté de Battlefield 6. Extrêmement claires. Les estimations tournent autour du nombre d'achats, tournent autour de 5 millions. Le maximum de joueurs, ça a été à sa sortie avec 750 000. C'est extrêmement clair. Par contre, pour Call of Duty, c'est bien plus complexe. C'est vraiment bien plus complexe. Déjà, une des raisons à ça, et ça c'est un truc qu'on voit, c'est que le problème est ancien. En Call of Duty, on a souvent plusieurs opus différents qui sont en fonctionnement. La raison, c'est que si vous prenez Black Ops, qui est géré par Infinity Ward, et les Modern Warfare gérés par Treyarch, alors vous avez deux développeurs différents qui sont sur la même licence. On dit toujours que c'est des jeux Activision, mais Activision est l'éditeur de la licence, celui qui a les droits, et il permet à des développeurs de faire un jeu. Et ça, c'est intéressant. Activision n'est pas si loquace quant aux ventes des jeux et quant au nombre de joueurs sur les jeux. Parce que pensez bien qu'au moment où Black Ops 2 sort, donc Black Ops 2 sort, si je ne me trompe pas, Black Ops 2 sort en 2012, mais il y a encore des gens qui jouent à Modern Warfare 3. Alors, le succès de Black Ops 2 a été tel qu'il n'y en a pas eu non plus tant que ça. Beaucoup de gens sont allés vers Black Ops 2. Les Black Ops sont un énorme succès. C'est même, je dirais, depuis quelques années, la franchise centrale des Call of Duty. À l'intérieur des Call of Duty, la franchise centrale, c'est les Black Ops. Et Battlefield est beaucoup plus clair en ça. Mais effectivement, Battlefield, dans ça, a toujours été très clair.
Battlefield 6 a pris la suite de Battlefield 2042, qui a pris la suite de Battlefield 5. Enfin, je crois que c'est dans cet ordre-là. Ou alors c'est Battlefield. On va regarder la licence Battlefield. C'est la série de jeux vidéo. C'est peut-être que je me trompe et c'est le 2042 puis le 5. Mais dans ma tête, c'est 5 puis 2042. Tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. 5, 2042, 6. Voilà. Développé par DICE, édité par Electronic Arts, etc., etc. Si vous prenez effectivement les 7 millions de ventes, 7 millions de ventes, c'est l'équivalent de Battlefield 5 depuis sa sortie. Voilà, donc la réussite est incontestable. C'est effectivement directement le plus gros opus. Surtout, c'est un opus qui a eu un retour critique positif. Ce qui n'est pas le cas des derniers Call of Duty. Enfin, ce qui n'est pas le cas. C'est la même situation. Les derniers Call of Duty, je vais vous montrer. C'est pas loin d'être la même situation que les FIFA. Si je vous montre Call of Duty Black Ops 6, là vous voyez un 82. Maintenant, les notes des joueurs sont bien en dessous. Les joueurs sont constamment déçus. Des jeux. Xbox Series X, un petit peu plus, mais on va y revenir. Ça s'explique aussi. PC 5. Pourquoi est-ce que les joueurs Xbox apprécient Call of Duty? C'est une franchise Microsoft. C'est une franchise Xbox aujourd'hui. Tout simplement. Donc, ils défendent un petit peu, c'est défendre sa maison. Ça entre dans le combat entre Sony qui a d'ailleurs beaucoup mis en avant Battlefield 6. Pensez bien, hein, Sony a beaucoup mis en avant Battlefield 6. C'est pas pour rien, c'est parce que là où avant Call of Duty représentait une grosse part des ventes de jeux sur Play, aujourd'hui c'est un jeu où les chiffres sont beaucoup plus compliqués à avoir. Déjà, le nombre, même pour les joueurs PC, en fait, s'ils jouent que à Call of Duty, ils peuvent prendre un abonnement au PC Game Pass et y jouer sans passer par Steam. Ce qui complique la vision des statistiques autour de Call of Duty. Aussi, si les joueurs console peuvent choisir leur console en fonction de ça et se dire je vais acheter une Xbox de manière à pouvoir jouer sans payer 80 balles alors ce qu'ils vont finir par payer, hein, mais sans payer 80 balles à Call of Duty sans avoir à acheter le jeu. Enfin voilà. Ça c'est la première chose. Effectivement, on est sur un jeu... mais j'aimerais bien quand même avoir. Si on prend Modern Warfare 3, vous voyez les estimations d'achat sont quand même bien en dessous. Ou même Black Ops 3, ça remonte, hein, Black Ops 3, les estimations d'achat sont alors au-dessus, mais on est vraiment sur un jeu qui date de 2015, de 10 ans. Donc Battlefield, grâce à cet opus, grâce aussi au fait de revenir à une formule, déjà les joueurs Play en achetant un Battlefield, ils évitent d'acheter la licence de l'ennemi. Bientôt, un Call of Duty va sortir et il sera intéressant de voir est-ce qu'il nous diffuse ou pas les statistiques, les ventes, etc. Et Black Ops 6, c'est connu pour être un mystère. On ne sait pas réellement à quel point Black Ops 6 a fonctionné. À tel point que ça a contribué aux augmentations de prix du Game Pass. Première chose. Maintenant, le succès de Battlefield, c'est le succès notamment d'un homme. Et j'ai dit lors du stream un petit peu annulé
de dimanche, j'ai dit je veux parler des développeurs de jeux. Je veux parler des développeurs de jeux. C'est... Oula, non, pas l'IA. C'est notamment la victoire d'un homme. Alors, c'est notamment la victoire d'un homme. Et je n'hésite pas à le dire, c'est la victoire d'un homme. Alors, je vais vérifier un truc avant. Parce que j'ai fait une bourde la dernière fois. Je veux éviter de la refaire. Ok, ça va. Ça va, cette fois, ça va. C'est la victoire notamment de cet homme, Vince Zampella. Alors Vince Zampella, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est un homme qui est passé, hop, tac tac tac. Alors, on va mettre cet article d'IGN, c'est intéressant. Qui est passé d'Electronic Arts à Activision, à Electronic Arts. C'est peut-être et c'est sans doute un des développeurs de... c'est le Michael Bay du jeu vidéo, dans le sens où c'est un développeur de FPS, d'action, de blockbuster, et c'est le, selon moi, peut-être le plus grand développeur de FPS, d'action comme ça, le plus grand développeur de FPS hollywoodien du jeu vidéo. Pas forcément tant en termes de qualité qu'en termes de succès. Je pense qu'il y a des meilleurs FPS que ce qu'il a développé. Maintenant, le nombre de FPS à succès qu'il a développé, c'est impressionnant. Et il n'a pas fait que ça. Il n'a pas fait que ça. Vince Zampella commence sa carrière par développer par être le lead designer d'un jeu à grand succès, de la licence de FPS qui a le plus de succès à l'époque, Medal of Honor, notamment Medal of Honor Allied Assault. Donc, vous voyez, il est designer, etc. Il est designer sur Medal of Honor Allied Assault. Et il a continué sur plusieurs autres jeux Medal of Honor. Et et c'est là où cet article prend place. Hein, c'est que il dit Electronic Arts ont été des salauds. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a créé une petite entreprise du nom de Infinity Ward. Immense entreprise. Hein. C'est-à-dire, il avait créé Infinity Ward qui va dans l'idée de continuer à développer des Medal of Honor. Sauf que Electronic Arts va décider de continuer le développement des Medal of Honor en interne chez Electronic Arts. Il va donc trouver un deal avec Activision, et c'est là où vous voyez l'idée de Call of Duty à sa naissance. Le nom de code du jeu, c'est Medal of Honor Killer. Et il va y arriver en fait. Il va y arriver. Ils vont développer donc, si je ne me trompe pas, le premier... ils vont développer le premier Call of Duty. Call of Duty 2 aussi, l'excellent Call of Duty 2.
Ah, je me suis gouré tout à l'heure, j'ai dit que c'était Treyarch. Je crois que je me suis gouré. Ah mince. J'ai dit que c'était Treyarch les. Je crois que j'ai confondu. C'est pas si grave. Hein. Hop, Call of Duty, licence Call of Duty. Treyarch. Hop, 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 facile. Oui, effectivement, maintenant, en fait, c'est essentiellement Treyarch qui. Aujourd'hui, c'est essentiellement Treyarch qui travaille sur les Call of Duty. Et c'est Treyarch qui au départ, a fait les Call of Duty Black Ops. Et c'est Infinity Ward qui s'est chargé des Call of Duty Modern Warfare. Donc, notamment, il va développer Call of Duty 1, le Medal of Honor Killer, Call of Duty 2, Call of Duty 4. Entre-temps, il y a World at War qui est développé par quelqu'un d'autre. Call of Duty Modern Warfare 2. Et en fait, ils vont réussir à tuer Medal of Honor. Ils vont réussir à tuer Medal of Honor. Si vous regardez, il y a un dernier Medal of Honor qui est développé d'ailleurs, on va y revenir, par Respawn Entertainment. C'est une histoire de fou. Mais avant 2020 et ce Medal of Honor, la licence s'arrête en 2012. La licence s'arrête en 2012. C'est un échec. Si vous prenez les Medal of Honor depuis le départ de Vince Zampella, ce sont globalement des échecs. Ils se font rétamer par les Call of Duty. Et comme vous voyez, alors il sort en dernier MW2. MW2 sort en 2009 et un peu plus tard, vous allez avoir les Black Ops qui vont prendre la suite et qui vont aussi rétamer, qui vont terminer de rétamer les Medal of Honor. Après Modern Warfare 2, qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes de royalties, des problèmes de bonus qui vont faire que Jason West et Zampella vont être renvoyés. Qui vont être tout simplement renvoyés. Et d'autres employés de Infinity Ward vont se joindre à eux. Ils vont suivre en fait Zampella et West. Ils vont fonder un studio qu'on appelle Respawn Entertainment. Et ils vont signer un deal avec Electronic Arts. Donc il revient à la maison. Il revient chez Electronic Arts. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que Respawn Entertainment va faire? Si vous regardez les jeux développés. Premier jeu développé, Titanfall. Qui est un énorme succès. Qui va rivaliser pendant quelques temps, notamment le 1, alors peu Titanfall 2. Qui va rivaliser avec Call of Duty. Seulement le 1. Ensuite, Titanfall 2, ils sont un peu sur cette licence. Apex Legends. Énorme carton. Et peut-être le Battle Royale FPS qui a le plus gros succès. Énorme carton. Et c'est aussi eux qui vont développer les Star Wars Jedi Fallen Order. Il va un petit peu se diversifier. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est eux qui ont la responsabilité de beaucoup de jeux Star Wars. Hein. Vous voyez, Zero Company, la suite de Jedi Survivor, etc. Mais ils vont créer en 2020 un autre jeu. Medal of Honor. Il va chercher à refaire vivre sa licence un petit peu de départ, hein, Medal of Honor. Bon, c'est pas un immense succès. Mais Zampella d'ailleurs part avant la fin du développement de Medal of Honor. Vous voyez, il part en janvier 2020. Medal of Honor Above and Beyond.
est publié en décembre 2020. Ça se trouve, il a même pas... si, il a dû commencer le développement. Il a dû commencer le développement, mais voilà. Donc, c'est lui qui a fondé le studio Respawn, excellent studio, qui a repensé un petit peu Titanfall. Titanfall, qui va notamment être une forme de base d'inspiration pour les Call of Duty les plus récents. Qui, souvenez-vous, avant Titanfall, vous n'avez pas de Call of Duty avec des jetpacks et tout. Le premier Call of Duty qui apporte une petite notion de jetpack, c'est Call of Duty Modern Warfare, Black Ops. C'est Call of Duty Black Ops 3 qui sort en 2015. Titanfall est sorti en 2014. Donc c'est un homme qui est passé d'un studio à l'autre et qui a influencé les succès, mais aussi les échecs de cet univers. Sauf que lui, il n'a pas fait l'échec notamment de l'aspect futuriste des FPS. Chez lui, ça n'est pas un échec parce qu'en fait, il l'a pensé dans une autre licence. Il n'a pas touché aux licences Call of Duty et Battlefield sur ces points-là. Il va ensuite être déplacé chez DICE. Alors DICE, il est déplacé chez DICE en 2020 et à ce moment-là, DICE, c'est un studio qui a développé des jeux pinball, qui a développé des jeux NASCAR, les Battlefield, ça fait longtemps qu'ils en développent, notamment Battlefield 1942, Battlefield 2, Bad Company, enfin voilà, les Battlefield c'est eux. Les Star Wars Battlefront, on est sur un studio qui a toujours du succès, mais qui est souvent, ça fait quelques années que même ces gros succès sont critiqués en fait. Et il arrive au milieu, il ne va pas diriger le développement. Il ne va pas diriger le développement de Battlefield 2042. C'est pas lui qui le dirige. Il est dans l'équipe, mais il ne dirige pas ça. Par contre, à la suite de Battlefield 2042, il est placé à la tête du développement de Battlefield 6. Vince Zampella, c'est un homme au parcours absolument ahurissant. Il part pas au prime de Call of Duty. Alors, il travaille d'abord chez Electronic Arts. Il développe Medal of Honor. Il part de chez Medal of Honor, il crée Infinity Ward et il va tuer son ancienne franchise. Il développe du coup jusqu'à Call of Duty Modern Warfare 2. Modern Warfare 3 est extrêmement critiqué. Souvenez-vous que Modern Warfare 3 est très critiqué à sa sortie. Il ne part pas au summum de la saga Call of Duty, par contre il part au summum de la saga Call of Duty Modern Warfare. Il arrive chez Respawn, il crée Respawn Entertainment, il va créer le jeu Titanfall, à énorme succès, il va développer donc Titanfall qui va mettre en difficulté Call of Duty et amener Call of Duty à réfléchir, à faire l'erreur en fait. Le jeu va pas vraiment mettre en difficulté Activision, mais il va leur faire peur. Ce qui va faire qu'ils vont penser qu'il faut que les jeux d'action soient plus futuristes. Ils vont les rendre plus futuristes et c'est une partie de leur erreur. Et aujourd'hui, ça leur est beaucoup reproché. Il va développer Apex Legends. D'ailleurs, et du coup, que va faire Activision? Call of Duty, le Battle Royale Call of Duty. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il va développer les Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Survivor, jeu à succès. Enfin, notamment Fallen Order, Survivor, il ne doit pas faire tout le développement. Même, je ne suis même pas sûr qu'il en fasse une partie. Mais enfin, voilà. Il amène de nouveau des réflexions autour des FPS. Il arrive chez DICE. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre la franchise Battlefield après l'échec de 2042. Enfin, l'échec. Du moins, la sortie compliquée de 2042.
Et il va penser à un... Et sa formule est simple. Depuis quand les FPS d'action sont critiqués? Depuis quand les FPS d'action sont critiqués? Depuis quand est-ce qu'ils déçoivent sortie après sortie leurs joueurs et qu'ils perdent en joueurs? Depuis qu'ils se sont futurisés. Les licences sacralisées qui étaient Battlefield et Call of Duty, notamment Call of Duty, étaient sacralisées notamment parce que c'était vu comme les licences ultra réalistes. Et ben, il va prendre acte de la situation. Il va prendre acte de la situation et hop, coup de baguette magie, Battlefield 6 revient aux sources. Battlefield 6, littéralement, revient aux sources. Si on prend un retour et le retour aux sources couronné de succès. Donc c'est là où je dis que la victoire de Battlefield est à voir avec les résultats du dernier Call of Duty, mais Battlefield 6, pensez bien que Medal of Honor est une bien plus grosse licence que Call of Duty au début des années 2000 et même au milieu des années 2000. Vince Zampella a fait chuter Medal of Honor. C'est pas dit que Battlefield 6 ne devienne pas une plus grosse licence, que Call of Duty. Et c'est là où je dis que ce succès, c'est le succès de Vince Zampella. C'est le succès qui amène cet homme, alors qui était déjà une légende dans le monde du jeu vidéo, ça l'amène à un autre niveau. À un niveau où, au niveau des FPS, il devient le boss. Est-ce qu'on a la version française On a peut-être la version française du wiki. La campagne, on s'en fout de la campagne. Accueil favorable. Test et si on voit là, alors more refined, comment est-ce qu'on pourrait traduire refined? Personne n'a dit que Battlefield 6 changeait le genre en fait. Voilà, plus perfectionné qu'innovant, ce FPS est on target, donc est on point et ah oui, vous savez pas le is on target, donc réussi, il touche sa cible avec son multijoueur, etc. La campagne n'est pas vue comme quelque chose d'extrêmement mis en avant, mais comme les Call of Duty à la fin des années 2010, personne ne met en avant la campagne de Call of Duty. C'est même des campagnes moquées, et pourtant les jeux sont aimés. Mais parce que c'est pas là où ils visent. C'est pas là où ils visent. Et pourtant, les campagnes sont plus que correctes. Mais voilà, il y a la vraie idée de revenir à la Golden Era. Golden Era, c'est Battlefield 3 et 4. Même époque en fait que les Call of Duty, Black Ops, MW2 et Black Ops 2. Revenant sur les éléments en dehors de science-fiction technologique, etc. Vraiment, l'idée, c'est revenir sur un jeu contemporain, un FPS contemporain. Et c'est là le succès finalement tant attendu des fans de FPS.
Alors toujours avec le style Battlefield, dans le sens où on n'est pas sur un Call of Duty non plus, hein, c'est des immenses... Vous voyez la carte là. Cette carte, ça n'est pas une carte qu'on retrouverait dans un Call of Duty. À quoi différencier un Call of Duty d'un Battlefield? Les cartes sont beaucoup plus grandes dans Battlefield. On est vraiment dans l'idée de champ de bataille, Battlefield. Là où Call of Duty, on est sur des cartes plus restreintes et un gameplay beaucoup plus nerveux. Si on devait résumer, hein, Battlefield c'est souvent voulu plus réaliste, avec notamment si vous tirez au sniper, vous avez une balle qui retombe beaucoup plus que dans un Call of Duty, du moins si on ne compte pas le Call of Duty le Battle Royale. Enfin voilà. Aussi, il y a les questions des véhicules très présents dans les Battlefield. Là, il n'a pas non plus, Vince Zampella n'a pas non plus, alors, tac. La reconquête, j'aime bien ce titre, hein. Game Cult, je ne suis pas toujours le plus grand fan, mais j'aime bien ce titre. La reconquête sans révolution avec un brin de Call of Duty. Il n'a pas non plus fait un Call of Duty juste avec la licence Battlefield. Et la campagne ressemble à un gigantesque patchwork de tout ce que Call of Duty a proposé, etc. Voilà, là il parle des campagnes, etc. Mais on a quand même comme idée principale, alors on va aller en bas. Oh, waouh! Ah oui, il faut désactiver le mode sombre. Une campagne classique et efficace dans la lignée d'un Call of Duty. Le mode conquête toujours loin devant tout le reste, mais le nouveau mode expansion est pas mal non plus. Une technique solide, les sensations des armes et véhicules, des toutes petites nouveautés sympathiques. La conclusion de la campagne est honteuse. Bon, la destruction est toujours là, mais reléguée au second plan. Mais la destruction, c'est un élément des Call of Duty. Les modes rue et percé. Pourquoi c'est honteux? Non, c'est un cliffhanger. Oui, bon, les campagnes qui se terminent sur un cliffhanger, c'est déjà ce qu'il avait fait dans Modern Warfare 2, hein, en pensant développer le 3. Enfin voilà, c'est là où je dis que Vince Zampella, c'est le grand vainqueur de cette situation. C'est la victoire d'un homme, la sortie de Battlefield 6, de Monsieur Zampella. Et j'hésite pas à le dire. Bien sûr qu'il n'est pas le seul à l'avoir développé. Bien sûr qu'il n'est pas le seul à l'avoir développé. Mais il apparaît comme celui qui a tour à tour amené, des succès dans un camp, puis dans l'autre, dans un camp, puis dans l'autre. Voilà. Voilà globalement ce qu'on pouvait dire sur ce Battlefield. Vraiment le succès, vraiment un succès lié non pas à des grosses nouveautés, lié à justement un retour en arrière. C'est un succès qui est vraiment lié à un retour en arrière, à ce qui est vu comme une époque dorée où les FPS étaient étaient des jeux dits ultra réalistes. C'était des jeux dits ultra réalistes. Alors, en réalité, c'était pas réellement ultra réaliste, hein. Calmons-nous, mais hop là. C'était pas réellement ultra réaliste, mais ils étaient vus comme ça. Et là, il revient à cette époque, il enlève les éléments de science-fiction, et c'est une attente, c'est réellement un point qui paraît être un point de design, mais c'est un point de design qui est une attente de longue date des joueurs, et en la respectant, en écoutant les joueurs, en fait, il a repris le dessus. Il a repris le dessus. Et c'est là où je dis que c'est la victoire, que Vince Zampella est le grand vainqueur
avec la sortie de ce Battlefield 6, c'est qu'il apparaît comme le maître du FPS. Enfin bref, je vous propose maintenant, ah oui, qu'on s'intéresse à un autre monsieur du jeu vidéo qui a eu un... Hop, RTBF. Hop, hop, hop. Qui a eu une semaine plus complexe. Je crois qu'on peut le dire, il a eu une semaine plus compliquée. Alors, il a eu une semaine plus compliquée. Tac, je vous mets... Tac. Monsieur Marc-Alexis Côté. Alors, Marc-Alexis Côté, de nouveau, qui est cet homme? C'est ce monsieur. C'est ce monsieur, je veux dire. Si vous voulez savoir, Marc-Alexis Côté, c'est... Souvent, on dit que c'est le boss de la licence Assassin's Creed, ce qui est un peu faux. Mais du moins, ça fait longtemps qu'il fait partie des têtes dirigeantes de cette licence. Il a commencé avec Brotherhood, là c'est ce qui est, il a commencé avec Brotherhood, il a dirigé effectivement Assassin's Creed 3, il n'a pas dirigé Black Flag, il a dirigé une partie, un DLC de Black Flag, il n'a pas dirigé Unity non plus, il a dirigé Syndicate, c'est lui qui a pensé une partie de la refondation de la licence, mais lui il l'a fait notamment sur Odyssey, et c'est lui qui dernièrement a pensé le hub, ce qui est devenu le hub dans Assassin's Creed Shadows via Assassin's Creed Infinity. C'est cette sorte de hub qu'on retrouve, et donc un petit peu la plateforme qui fait un petit peu disparaître le lore Assassin's Creed. Tiens, ça on va l'ajouter. On regardera ça après, ça m'intéresse. Alors, la première chose qu'on a appris, c'est ça. Que Marc-Alexis Côté, qui gérait la licence Assassin's Creed, quittait Ubisoft suite à la formation de Vantage Studios. Salut Eris, on vient de quitter le succès de Battlefield et pourquoi est-ce que c'est notamment un succès politique pour Vince Zampella. Et là, on arrive sur la situation d'Ubisoft, ce qui est finalement un sujet récurrent. J'espère que ça va, toi. J'espère que tu vas bien. Allez, pour ceux qui ont l'occasion, n'hésitez pas à aller voir et à aller discuter dans le chat de Eris Vinfly, que vous voyez ici, qui est donc une chercheuse, qui est donc une chercheuse sur le jeu vidéo, comme moi. Alors, Eris, c'est beaucoup plus anthropologue que moi. C'est-à-dire, on est tous les deux officiellement anthropologues, même si moi, étant pas du tout anthropologue à l'origine, je m'en éloigne sur bien des points, et je ne fais pas qu'utiliser l'ethnographie dans mon étude. Et notamment dernièrement, après des discussions avec mon promoteur, ça a été vu qu'il ne fallait pas d'ailleurs que j'utilise que la discipline anthropologique. Il y a d'autres choses que je peux amener pour faire une thèse à la fin des fins intéressante. Mais du coup, moi, ça va mieux. Semaine dernière, compliqué car aucune main... Je n'avais pas la main sur mon emploi du temps, et voilà, il a fallu prendre du temps
pour moi. Mais là, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux, je dois dire. Et puis, un petit peu, je ne sais pas si tu as vu, j'ai changé l'angle. J'ai pas refait mon setup, j'ai changé d'angle. C'est un petit peu mieux. L'éclairage est complètement foireux pour une bonne et simple raison, la Belgique. J'ai beau avoir 10 000 lights autour et essayer de faire en sorte d'éclairer l'arrière et tout, c'est une catastrophe. Peut-être que je peux essayer de faire. D'ailleurs, je suis en train de penser. Si je fais comme ça, c'est toujours nul. Et si je fais comme ça, eh ben c'est pas mieux. Bon, tant pis, on abandonne. C'est pas grave, ça sera sombre. Ça sera sombre. Du coup, revenons à notre ami Marc-Alexis Côté. Donc, vous le savez, Ubisoft a été, il n'y a pas si longtemps, du moins 25% des parts de 3 franchises ont été rachetées par Tencent pour créer la filiale Vantage Studio. Ah oui, bah oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc, Eris vit en Suède. Actuellement, la Suède, il fait sombre. Actuellement, la Suède, il fait sombre. Courage, Oni. Oh, l'éclairage, ça doit être l'enfer à gérer. Ça doit être l'enfer. Déjà, moi, j'y arrive pas. De toute façon, il faudra que j'investisse. Hein. Mais, aïe, aïe, aïe. Voilà. Mais du coup, Marc-Alexis Vantage a été. Vantage, c'est un studio qui appartient à 75% à Ubisoft et à 25% à Tencent. Alors, ce qui est apparu d'abord, c'est que Marc-Alexis Côté aurait démissionné d'Ubisoft après avoir travaillé chez eux pendant 20 ans. Ce qui a été relayé, c'est que ils ont cherché à le retenir en lui offrant plus de responsabilités, de respecter les attentes, mais il a décidé de partir. En gros, il ne voulait pas faire partie de Vantage. C'est un petit peu ce qui est ressorti. Alors, effectivement, comme ils le disent, il y a eu des rumeurs comme quoi c'est à cause de l'affaire qui est ressortie autour de l'épisode annulé aux États-Unis. En réalité, il y a aussi le fait que Vantage est relocalisé à Paris, sachant que Marc-Alexis Côté, lui, était au Québec. Il y a aussi des raisons personnelles. Hein. C'est des humains. Et à un moment, bah, tu veux travailler en présentiel parce que ça te tient à cœur et tu n'as pas envie de démissionner, de déménager en traversant un océan. Bon, bah, très bien, il a une vie de famille. Hein. Maintenant, Marc-Alexis Côté a réagi. Et ça nous intéresse. Qu'est-ce qu'il en dit ? Beaucoup d'entre vous ont exprimé leur surprise que je choisisse de quitter Assassin's Creed après tant d'années, surtout compte tenu que de la passion. Est-ce que quand même, ça me fait chier la lumière. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. De la passion que j'éprouve encore pour ce projet. La vérité est simple. Je n'ai pas fait ce choix. Ubisoft a décidé de transférer la direction de la licence Assassin's Creed à une personne plus proche de sa nouvelle structure organisationnelle. Un autre poste a été évoqué, mais il n'avait pas la même portée, le même mandat, ni la même continuité que le travail qui m'avait été confié ces dernières années. Je ne suis pas parti, je suis resté à mon poste jusqu'à ce que Ubisoft me demande de me retirer. Sa version, c'est pas tant qu'il a été viré, c'est qu'effectivement, les versions se rejoignent sur un point.
un autre poste lui a été proposé. Un autre poste lui a été proposé. Un poste qui, semble-t-il, ne l'intéressait pas. Notamment parce qu'il rompait avec son travail de ces dernières années. Maintenant, beaucoup de gens sont venus au soutien de Marc-Alexis Coté, etc. Marc-Alexis Coté, il faut quand même entendre que c'est l'homme derrière un certain nombre d'idées autour de la franchise. C'est l'homme derrière l'idée de on supprime. Il n'a jamais été fan Enfin, il a toujours été à la fois. Il a toujours. Pas, il a jamais été fan. Il a toujours été intéressé par le lore de l'animus moderne. Mais il a toujours nettement séparé les jeux qu'il dirige, sont les jeux qui séparent le plus nettement. J'intrigue un très jeune auditeur. Est-ce que c'est un très jeune auditeur qui vit en Suède Moi, on m'écoute à tout âge. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je dise de gros mots. Alors, et là, pour un sudiste, ne pas dire, pour quelqu'un du sud de la France, ne pas dire de gros mots, sachez, c'est dur. Ouais, on va. Alors, vraiment, c'est chez nous, ça peut venir très rapidement. Et j'ai remarqué cette différence dans les discussions entre collègues. Ça vient. En Belgique, j'ai entendu des expressions et tout. Chez nous, vraiment, c'est des ponctuations. Il y a eu des réunions comme ça, c'est sorti naturellement. On m'a regardé avec des grands yeux, j'ai fait pardon. Je sais pas. C'était naturel chez moi. Bref. Je suis Carolo. Mais c'est vraiment un autre type. Mis à part à Charleroi, personne ne comprend vos insultes. Mais donc Marc-Alexis Coté, c'est un homme qui est derrière, pour revenir à ça, et j'adore Assassin's Creed, donc je suis content d'être. C'est un homme qui a toujours à la fois développé le lore, c'est pas pour rien qu'il est derrière le Animus Hub, le lore du Animus moderne, ce qui était intéressant, mais qu'il l'a toujours fait en séparant les choses, en vraiment mettant des gros axes dessus. Ces jeux sont presque les jeux qui en enlevant la partie contemporaine, ont presque le plus déçu. Si vous allez jusqu'à Syndicate, avant Syndicate, le jeu le moins aimé, on enlève Unity, il y avait la question des bugs. Mais mis à part les bugs, c'était un jeu qui a été reconnu pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des versions qui ne buguaient pas. Unity a été bien reçu. Le jeu, jusque-là, dont la réception a été la plus difficile, c'était Assassin's Creed 3. Ensuite, Syndicate est un échec. C'est un échec, c'est tellement un échec qu'ils vont changer la formule des Assassin's Creed. Origins va être très bien reçu. Nouvelle formule, mais c'est très bien reçu. Et ben Odyssey va être fortement critiqué à cause de la taille de sa map. Vient ensuite l'idée de Assassin's Creed Infinity qui se fait bâcher. Je ne fais pas... Alors, je lui souhaite pas d'être... Je trouve ça dommage que la manière dont ça s'est passé, peut-être que ça pouvait se passer autrement, etc. Je ne lui souhaite pas d'être renvoyé. Si on prend un point de vue purement créatif, je ne suis pas complètement sûr. Enfin, j'imagine Tencent qui prend les rênes, et c'est la preuve aussi que même dans des rachats comme ça,
de consortium, si officiellement ils n'ont pas, d'avis sur le créatif. Maintenant, ils ont un avis sur l'organisationnel et sur la hiérarchie. Donc, ils peuvent faire bouger le créatif en bougeant les personnes qui sont à la tête. C'est exactement ce qui s'est passé et c'est la preuve que l'idée de oui, mais ceux qui ont de l'argent ne sont pas ceux qui créent, oui, mais ils ont un impact. Et si on rejoint la situation d'Electronic Arts, on comprend pourquoi certaines inquiétudes. Tencent a regardé. Tout bêtement, hein, ils ont fait un truc très simple. C'est très bien. J'arrive dans une entreprise, je regarde. Ok, quels ont été les résultats? Là, c'est nul. Là, c'est moins bien qu'avant. Là, c'est moins bien qu'avant. Là, c'est moins bien qu'avant. Ils ont fait un calcul tout bête. Hein. Qu'est-ce qui a été critiqué dans Assassin's Creed Shadows le plus? C'est l'Animus Hub. Qui est à la tête de l'Animus Hub? C'est lui. Qui, dans les anciens Assassin's Creed, qu'est-ce qui a été testé? Syndicate. Qui était à la tête? C'est lui. Il y a une répétition autour de ça et il y a un moment, c'est ce qu'on appelle un fusible. C'est ce qu'on appelle, il sert en partie de bouc émissaire. C'est un fusible et c'est ce qui se passe. Mais Marc-Alexis Côté avait donné... C'est aussi quelqu'un qui avait pris de manière très intéressante la parole le 4 novembre 2024. Le 4 novembre 2024, nous sommes un jour avant l'élection américaine. Si je ne me trompe pas, 4 novembre 2024, pour moi, nous sommes un jour avant l'élection américaine, la réélection de Trump. Non, nous sommes un jour après, nous sommes un jour après la réélection de Trump. Nous sommes dans un moment dans la préparation de la sortie de Shadows où Ubisoft se fait énormément attaquer. Et il va avoir une prise de parole. On va essayer de juste prendre ce que lui il dit. Tac. Autant que la présence de Yasuke dans l'histoire japonaise est un fait, les histoires de femmes qui ont défié les attentes sociétales et qui ont pris les armes dans ces armes sont des faits. Donc quand quand les histoires et de Naoe et de Yasuke sont des travaux de fiction historique, ils reflètent la collision, la rencontre de mondes différents, de cultures, de rôles différents. Et leur inclusion est précisément le type de narration que les Assassin's Creed cherchent à raconter, des narrations qui reflètent la complexité et l'interconnexion de notre histoire partagée. Ça n'est pas un nouveau terrain pour la franchise. Nous avons constamment introduit des protagonistes de races différentes, d'ethnies différentes, de genres différents. L'histoire est, de manière inhérente, l'histoire est diverse et donc l'histoire est diverse de manière inhérente et donc les Assassin's Creed et les histoires que nous racontons le sont. Pardon pour ma traduction un peu bancale. Pour être clair, notre attachement à l'inclusivité est lié, on va dire, à une authenticité historique et un respect pour les perspectives diverses et ne sont pas guidés par des agendas modernes. Cette idée d'agenda, c'est notamment un terme qui ressort énormément dans la critique médiatique trumpiste durant la campagne. L'idée d'agenda, de l'agenda politique, c'est un élément du discours trumpiste et notamment des joueurs identifiés à l'extrême droite qui est
qui est classique. Vraiment, quand vous entendez parler d'agenda politique, on est presque sur du dog whistle. On est presque sur du dog whistle. C'est quelque chose que sur mon terrain, j'explore extrêmement souvent. Euh, j'ai un attachement à étudier les discours. Et ici, c'est le cas. Je ne sais pas, par exemple, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est un terme notamment qu'on voit de plus en plus. Et je pense que durant le terrain des RIS, c'est un terme qui a commencé à arriver dans le monde du jeu vidéo autour du Gamergate. Mais après, je ne sais pas si RIS a beaucoup exploré le Gamergate. Mais sans doute que dans ces eaux-là, ça a commencé à apparaître. Et d'ailleurs, Gamergate qui a nourri l'alt-right américaine en 2016, et notamment en amenant dans le discours trumpiste déjà à l'époque l'idée d'agenda politique, de médias. On pense souvent à Netflix qui aurait un agenda politique. Aujourd'hui, we all however fait. Aujourd'hui, nous faisons face, non pas trop, mais il y a une montée des analyses et mise en lumière des politiques et influences politiques. Durant ton terrain, oui, personnellement, du coup, je suis en train de revenir notamment sur toute la littérature qui a été faite à l'époque de ce premier Gamergate. Je suis en train, je ne sais pas à quel point on vit un deuxième Gamergate ou si nous sommes dans une continuité, mais c'est une théorie que je suis en train d'explorer. À quel point aujourd'hui nous vivons une sorte de deuxième Gamergate avec des mondes politiques et vidéoludiques qui sont entremêlés. D'ailleurs, les réseaux sociaux, si vous avez suivi les 2 dernières semaines, pour avoir été sur le terrain beaucoup, sur le terrain des réseaux sociaux, c'était dur. C'était très dur. C'était d'une violence. Alors, de partout. Les réseaux sociaux sont surdivisés. Complètement pris dans des chasses aux sorcières constantes. Je suis en pleine prise de notes. Je suis incapable d'avoir un retour analytique sur ce phénomène. Je peux juste vous dire que là, oui, on est sur un moment très dur dans les réseaux sociaux. Et attendez-vous à ce que, moi j'attends de voir comment ça évolue, mais à ce que ça dure encore un peu. Et je dirais que on est un petit peu, l'attention se voit sur tous les sujets et il y a vraiment des gens qui disent ne pas vouloir mettre de l'huile sur le feu, qui en mettent beaucoup. Mais bon, moi c'est intéressant pour mon terrain, mais je vous avoue ça me fatigue. Donc nous faisons face au défi de distinguer entre les retours, les vrais retours et les attaques dirigées par l'intolérance. Le climat actuel est dur pour nos équipes créatives. Il rencontre des mensonges, des demi-vérités, des attaques personnelles en ligne. Quand le travail qu'ils effectuent... Quand le travail dans lequel ils ont mis tout leur cœur est transformé dans un symbole de division, ça n'est pas juste un crève-cœur, c'est dévastateur. Ce qui me permet de continuer, c'est la résilience née de la conviction que je vois dans mes équipes, dans nos équipes chaque jour. Je suis spécialement fier de l'équipe de Shadows pour être resté fidèle à leur vision créative et au cœur d'Assassin's Creed, des Assassin's Creed. En choisissant Naoe et Yasuke en tant que protagonistes, nous étendons la narration
nous offrons des nouveaux points de vue qui défient les normes établies dans beaucoup de travaux de fiction, tout en restant fidèle à l'histoire qui les a formés. C'est vraiment le jour et la nuit. Ah non. Ok, non, j'étais pas sur le bon. Les histoires que nous racontons, les personnages que nous créons, et les mondes que nous construisons sont instrumentalisés par ceux qui cherchent à réduire au silence la créativité, à garder la peur et à développer la détestation, la haine. Je crois que nous faisons face à ce que Fareed Zakaria appelait une âge de la révolution, un temps où le vrai conflit n'est pas entre la gauche et la droite, mais entre des sociétés qui se referment et d'autres qui s'ouvrent au monde. À travers l'histoire, ce sont les sociétés ouvertes qui ont toujours prévalu. Il pourrait y avoir des retours en arrière au travers des ans, voire des décennies. Mais c'est cette ouverture qui a continuellement poussé l'humanité vers l'avant. Comme l'auteur de How Democracies Die, très important livre, si puissamment dit, les démocraties s'effritent quand les bonnes personnes décident de rester silencieuses. La même chose est vraie, je pense, de notre créativité, de notre liberté créative, quand nous faisons face à la peur que l'on efface nos voix. Quand on se censure soi-même à la face devant les menaces, quand on prend quand on nous retire notre pouvoir pièce par pièce jusqu'à ce que la liberté et la créativité toutes deux partent. On ne peut pas, toutes deux nous quittent, c'est peut-être plus juste. On ne peut pas laisser ça arriver. Il est temps pour nous, en tant que créateurs, de rester fermes à nos valeurs en racontant des histoires qui inspirent, qui challenge et qui aident les gens à se connecter. Notre silence ne peut pas devenir complice. Et c'est intéressant. Il est renvoyé, il est aujourd'hui renvoyé. Ça n'est pas dit qu'il soit renvoyé pour ça. Mais il y a des vraies références et c'est là où ça amène à penser que peut-être il faisait partie de ceux qui ne voulaient pas annuler le projet d'Assassin's Creed au temps de la guerre de sécession. Il y a des vraies références dans son discours. Si on prend le discours qu'il porte, c'est un discours qui critique la peur d'être attaqué, sur sa créativité. Or, ce qu'on a appris, c'est que c'est par cette peur que l'Assassin's Creed sur la guerre de sécession a été annulé. Le lien peut se faire assez facilement, il n'est pas sûr. Maintenant, il est tellement proche qu'on peut penser que, non pas son renvoi, mais cette prise de parole, je parle bien de cette prise de parole-là, est une prise de parole notamment en référence, alors liée aux attaques sur Assassin's Creed Shadows,
et en même temps qui fait référence à ce qui a été vécu en interne sur l'annulation de projets pour des raisons politiques. Ce qui est intéressant, et ça prouve un de mes points, c'est qu'il parle des attaques sur Yasuke, mais il parle aussi des attaques sur Naoe. En effet, le début de la campagne, en mai, nous sommes sur une campagne qui attaque essentiellement le personnage de Yasuke. Jusqu'en août, vous retrouvez essentiellement des attaques sur Yasuke. C'est la période où Donald Trump parle des Haïtiens qui mangeraient des chats et des chiens. Et au fur et à mesure que la campagne va de plus en plus s'attaquer aux identités de genre et aux femmes, eh bien, c'est Naoe qui va être attaqué plus que Yasuke. À la fin des fins, c'est Naoe qui est presque plus attaqué que Yasuke. Et là, on est en plein dans ce moment-là. C'est pas pour rien si le discours évolue et que le discours défend aussi Naoe, ça n'est pas pour rien. C'est vraiment lié à l'évolution des critiques auxquelles Ubisoft fait face à ce moment-là. Donc voilà, on ne peut pas réellement savoir pourquoi est-ce que Marc-Alexis Côté s'est fait renvoyer. On ne peut pas réellement... Ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a eu déjà des désaccords sur des questions politiques, sans doute, mais surtout des désaccords créatifs. Sans doute que pour comprendre son renvoi, la première chose à penser, ça n'est pas la question politique. La première chose à penser, à mon avis, c'est le fait que, en fait, ça fait des années que quand il est à la tête d'un projet Assassin's Creed, c'est un projet qui échoue. Qui échoue et qui peine à rencontrer son public. Il y a un moment, on est dans une équipe sportive. Comment ça se passe? Vous prenez une équipe sportive. Vous mettez une équipe de basket. Vous mettez 2 excellents joueurs sur les 5 qui font 11 titulaires. Vous mettez 3. Vous construisez vraiment une belle équipe de basket. Vous mettez un coach. Le coach, la première année, arrive à faire quelque chose avec cette équipe. Vous vous dites, ah, c'est intéressant. La deuxième année, il fait la même chose. La deuxième année, il arrive au même point. Vous dites, bon, on apprend aussi. La troisième année, il a des blessés. Il y a des blessés, mais il arrive au même point. On dit, bon, ok, tu as une excuse, mais bon, là, il y a un moment. Quand la quatrième année, il arrive au même point, le coach se fait renvoyer. Je ne suis pas pour les renvois dans le jeu vidéo. Mais c'est pourquoi est-ce qu'il se fait renvoyer? C'est un élément important. Comprenez bien que les développeurs, en réalité, ils font beaucoup ce que leur demande leur chef. Quand tu es le chef d'un certain nombre de projets qui échouent, tu es renvoyé. C'est un élément classique, simplement là on est vraiment sur un personnage historique de la licence et qui a fini par perdre la confiance de ses patrons, et quand ses patrons vendent l'entreprise et qu'il y a une nouvelle hiérarchisation qui se refait de la nouvelle filiale, il n'a pas la confiance des nouveaux acheteurs. Triste pour Marc-Alexis Côté, j'ai quand même hâte de savoir qu'est-ce qu'il va faire par la suite. C'est quelqu'un qui
quand même proposé des idées. Maintenant, au revoir monsieur, bravo pour votre travail. Je m'inquiète pas financièrement pour lui. Je vous avoue, je m'inquiète pas financièrement pour lui. Et voilà. Alors, normalement, après ça, je devais parler de plusieurs choses. Mais je ne les maîtrise pas suffisamment. Voilà. Je ne maîtrise pas suffisamment ces éléments. Du coup, enfin, je ne maîtrise pas. Si, il y en a un quand même, je peux vous montrer, hein, il y en a un quand même que je maîtrise, mais où on n'en sait rien, en fait, c'est... voilà, c'est... on a des élus qui, notamment démocrates, qui s'inquiètent par des risques d'influence étrangère et de sécurité nationale avec le rachat d'Electronic Arts. C'est à suivre, parce que c'est juste ils s'en inquiètent, notamment du fait que un des acheteurs est dirigé et fondé, est une entreprise fondée par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Enfin, on peut pas... Je suis même pas sûr qu'ils s'inquiètent de la bonne chose, en fait. Ils regardent le risque d'ingérence étrangère, mais ce qu'on voit avec les manifestations No Kings, c'est que le risque, ce soit même pas une ingérence étrangère, c'est que le risque, ce soit l'ingérence interne, que ce soit directement Jared Kushner qui pose problème, qui contreviennent à ce que dit Alexis-Côté, c'est-à-dire qui bride la liberté créative, etc. C'est même pas... Enfin, voilà. Donc, bon. C'est un sujet à observer, mais je ne vais pas me centrer sur ça. Donc déjà, la première chose que je propose, c'est de dire au revoir à YouTube. Ça fera une bonne VOD. Je pense qu'on a bien développé autour de Battlefield pourquoi c'est le succès de Monsieur Zampella. Et on a bien développé autour d'Ubisoft pour comprendre pourquoi ça n'est probablement pas un renvoi politique, mais c'est probablement un renvoi créatif en fait. Et puis voilà, on a parlé de Spider-Man, etc. Donc, je te dis à la prochaine, YouTube. Et à très vite. Ciao.